Donc, normalement, techniquement, tout doit être OK. Alors, rebonjour. Donc, pourquoi et comment réaliser son référentiel métier? Donc, c'est l'objet du webinaire. Alors, j'ai mis cette photo à dessin. Tout simplement, quand on réalise un référentiel métier, faut pas l'oublier. Il y a un lien très clair entre ce que les gens ont dans la tête et quand ils veulent mettre le feu à leur entreprise et quand ils ne voient pas d'avenir de cette entreprise, c'est souvent parce que le travail n'a pas été fait en termes de référentiel métier, parce que le référentiel métier, c'est un élément très important de reconnaissance des collaborateurs, de reconnaissance de leurs compétences et également de la capacité des collaborateurs à évoluer au sein de l'organisation, se repositionner sur des métiers, on va le voir tout à l'heure, dits des métiers passerelles, dans lequel il y a du transfert de compétences, voire dans d'autres entreprises. Et des collaborateurs qui n'ont pas cette conscience-là ou qui n'ont pas été préparés à ça, c'est souvent des gens qui veulent mettre le feu à tout. La terre se dérobe sous leurs pieds. Et là, très clairement, je ne veux pas faire peur à personne, mais là, il n'y a plus personne pour négocier et on ne peut plus rien faire dans cette situation-là. Donc, ceci s'anticipe en particulier par la construction d'un référentiel métier. C'est ce qu'on va voir au cours de ce webinaire. Alors, voilà. Un mot sur qui sommes-nous. Donc, Sequoia, c'est une entreprise qui existe depuis 2013, qui est reconnue d'ailleurs jeune entreprise innovante, puisqu'on fait ce qu'on appelle de l'intelligence RH. 2 fondateurs et une équipe. Pour ma part, donc votre serviteur, je suis de formation psychologue du travail et j'ai une vingtaine d'années d'expérience en tant que DRH ou des fonctions autour du développement RH au sein de PME, d'un certain nombre de PME et également au sein du groupe Areva où j'ai pu déployer ce type de solution, alors digitale, mais également de référentiel métier, puisque ces choses sont liées. Le référentiel métier va être le contenu, le digital va être le tuyau pour faire passer l'information. Et aujourd'hui, donc Sequoia accompagne un certain nombre de clients. Hop, ça va trop vite, pardon. Toc, toc. Et aujourd'hui, excusez-moi, si ça, pourquoi ça passe pas? Voilà, tac. Voilà. Et aujourd'hui, nous proposons sur le marché à l'ensemble de nos clients des modules qui s'intègrent dans une solution digitale qui couvre l'ensemble du processus qu'on appelle de développement RH. C'est-à-dire globalement, c'est tous les processus RH sauf la paye. Ceux qui vont nous concerner aujourd'hui, c'est le processus de gestion des compétences qui s'intègre ou non dans des processus d'entretien, entretien annuel par exemple, ou entretien d'analyse des compétences, et également qui nourrit les plans de formation des entreprises et les actions d'acquisition des compétences. Donc c'est surtout sur ces modules-là qu'on va se concentrer aujourd'hui. Pour votre information, donc notre baseline, Sequoia l'intelligence RH, c'est tout simplement parce que nous donnons de l'intelligence aux data qui sont traitées pour nos clients pour permettre d'analyser toujours où se trouve et comprendre la performance des collaborateurs par rapport à la contre-performance. Et c'est dans ce sens-là que nous traitons de l'information pour faire progresser des éléments du capital humain du type absentéisme, du type turnover, du type performance, accident du travail pour les réduire évidemment. Donc c'est en ce sens-là que nous avons une baseline qui est l'intelligence RH. Alors, je reviens sur les référentiels métiers ou les référentiels de compétences. Avant d'en venir à la définition, il est important d'en comprendre l'historique. L'historique, c'est les années 70-80 où les pouvoirs politiques ont bien pris conscience que tous les bassins miniers devraient fermer. Et donc, pour fermer des bassins miniers, il y a un risque social majeur. On l'a vu aussi en Grande-Bretagne à l'époque. Et donc, c'est à ce moment-là qu'a été inventé ce qu'on appelle aujourd'hui la GPEC. Et dans la GPEC, il y a une brique capitale, indispensable. C'est donc le référentiel métier qu'on va traiter aujourd'hui. Ces référentiels métiers, ils permettent d'analyser le contenu des postes en termes de compétences. Et puisqu'il s'agit de reconversion, eh bien, il s'agit de se poser la question du transfert de ces compétences. Les gens qui travaillent dans les mines ont acquis des compétences. Est-ce que ces compétences peuvent être opportunes pour d'autres métiers, d'autres industries, d'autres organisations? Donc, c'est de ces grandes mutations technologiques que sont nées l'analyse des compétences et en particulier le transfert de ces compétences.
Alors, de quoi parlons-nous là? Il faut se lancer sur une définition. Alors, les définitions que moi, je vais me référer à des définitions. Je vais éviter les, comment dire, les définitions intellectualisantes. Parce que quand vous faites un référentiel métier dans une organisation, vous parlez à des opérationnels. Les opérationnels, si vous donnez une image d'intellectualisation des processus, ça va être difficile à passer. Donc des choses très très simples. Référentiel métier ou de compétences, les deux termes sont utilisés, ça va répertorier les compétences stratégiques d'une organisation. Les compétences stratégiques d'une organisation. Voilà, on va être capable de faire de faire le point, de répertorier toutes les compétences stratégiques, j'insiste sur ce terme, on va y revenir, de l'organisation considérée. La compétence stratégique, dans certaines définitions, vous allez trouver des gens qui vous disent non, on fait toutes les compétences. Moi, je vous dis simplement, si demain vous déroulez un référentiel métier, il y a un certain nombre de métiers dans votre organisation qui ne seront pas stratégiques. Ce n'est pas ces métiers-là que vous facturez à vos clients. Ce n'est pas votre cœur de métier. C'est souvent ce qu'on appelle les métiers transverses. À mon sens, il n'est pas nécessaire de rentrer ces métiers transverses dans votre référentiel métier, parce que vous n'êtes pas attendu sur ce sujet-là. Sauf si un métier ou quelques métiers dans l'organisation peuvent être des filières d'évolution pour des opérationnels, pour vos métiers stratégiques. Par exemple, des responsables formation, il peut être pertinent dans l'industrie de les rentrer dans votre filière de métier parce que c'est des postes qui sont pris par des opérationnels qui connaissent très bien les processus de formation. C'est un exemple. Mais en tout cas, moi, je me limite à une compétence stratégique de l'organisation pour lequel vous allez faire ces référentiels métiers. Ensuite, donc là, ça, c'est un choix de dire quel métier je veux mettre. On dit souvent, c'est les métiers cœur de métier. C'est globalement ceux que vous facturez. Ceux qui ne sont pas vraiment indispensables, ça va être des métiers de la RH, par exemple, sauf s'il y a des liens de passerelle entre ces métiers. Mais les métiers de la RH, les métiers de la finance, les métiers de la compta, tous les métiers transverses. Et souvent, les évolutions de carrière de ces collaborateurs, elles ne se font pas nécessairement en interne dans l'entreprise. Donc, vous n'êtes pas sur des compétences stratégiques. Et comment dire, une carence ou dans ce type de compétences, vous trouvez plus facilement la compétence que si c'est quelqu'un ou des compétences qui font tourner une machine, par exemple, parce qu'ils ont appris ça, un savoir-faire de 5 ans, par exemple. Donc, compétences stratégiques. Et enfin, ces compétences, elles vont, à l'intérieur du référentiel métier, être structurées par métier. On va trouver pour chaque métier, on va voir tout à l'heure ce que ça veut dire, un métier, hein, quelle est sa maille, mais on va trouver pour chaque métier un certain nombre de compétences, et ces compétences vont être faites avec un certain nombre de niveaux. Et le référentiel métier, en ce sens, va permettre également de réaliser la GPEC, c'est-à-dire vous permettre de vous projeter. C'est l'objet d'un autre webinaire, mais cette projection sur les compétences, c'est de se dire, est-ce que je n'ai pas un risque de perte de compétences du fait du vieillissement de la population? Et quand vous avez un référentiel métier, vous connaissez les compétences stratégiques et vous pouvez dire quel est mon âge moyen par compétence stratégique. Et non pas simplement avoir une courbe d'âge en disant j'ai des gens qui vont partir. Les gens qui vont partir, faut effectivement prévoir leur remplacement, mais ça devient très grave si c'est des gens qui sont sur un métier stratégique, qui font tourner une machine par exemple. Donc là, vous avez un risque d'arrêt de production. Là, ce que vous voyez à l'écran en dessous, c'est avec des niveaux. On va voir tout à l'heure que nous, on préconise très clairement de ne pas avoir des niveaux qui soient trop précis en termes de niveau de compétence. On va le voir tout à l'heure. Donc, première chose, un référentiel métier, ça va répertorier l'ensemble des compétences stratégiques de l'organisation et ça va le structurer à l'intérieur de métiers. Et ça va se présenter de la façon suivante. On va avoir un intitulé de métier. L'intitulé de métier, c'est quoi? C'est technicien de production, technicien qualité, comptable, si vous le faites. Hein. Voilà, ça va être simplement l'intitulé. Il est important de préciser que le métier, c'est pas le poste. On n'est pas dans la même maille. Le référentiel métier, c'est pas la somme des fiches de poste. On n'est pas dans la même maille. Autant il peut y avoir un poste de comptable fournisseur, il
peut y avoir une fiche de poste comptable fournisseur, une fiche de poste comptable comptabilité client. Mais ça ne fait pas deux métiers, ça fait qu'un métier, les métiers de la comptabilité. La maille, ça va être combien faut-il de temps pour passer une personne du métier de comptable fournisseur vers le métier de comptable client ou inversement. S'il vous faut 15 jours pour le faire, si c'est juste une question de logiciels différents, ce n'est pas un métier différent, c'est juste deux postes différents. En revanche, entre deux métiers, s'il vous faut de l'ordre de 6 mois et plus d'accompagnement et de formation, là, on est sur un métier différent. Si je prends un exemple en RH, alors même si on ne fait pas toujours les métiers de RH, mais je pense que on comprendra mieux ces métiers-là par le fait qu'on les connaisse. Souvent dans la RH, alors quand c'est une petite structure, il n'y a qu'un seul métier. Mais quand c'est une structure plus grande, là, les deux seuls métiers qu'on pourrait trouver, c'est du développement RH et de l'administration RH. Parce que souvent, quand on recrute ou quand c'est pas les mêmes compétences de base, c'est pas les mêmes savoirs. Les premiers vont avoir des formations d'administration, de droit du travail, juridique. Les autres sont plutôt dans la socio, la psycho, parce qu'ils font le recrutement, ils font la gestion des carrières. Et on trouve aussi des comportements qui sont, enfin, des aptitudes et des appétences qui vont pas être les mêmes. Donc voilà, la maille métier, elle est plus large que la fiche de poste. Ensuite, on va trouver une description, une brève description. C'est en une phrase, il faut qu'on comprenne ce que fait la personne. Le métier de technicien de maintenance assure la maintenance des machines de son périmètre. Le responsable, le recruteur assure tous les recrutements pour l'entité X. Donc l'émission, c'est vraiment une phrase parce que ça peut servir aussi dans le cadre de recrutement pour diffuser des fiches métiers. Et ensuite, on va avoir les activités qui vont être un peu plus, qui vont un peu mieux détailler, donner le détail des différentes activités du métier considéré. Ensuite, les compétences, c'est peut-être le plus, c'est peut-être le plus difficile à faire. Hein. C'est peut-être le travail le plus important à faire. On va y revenir. Les compétences, moi je le fais très classiquement parce que ça fonctionne, c'est compris par les opérationnels, c'est acquis. C'est pas la peine de refaire une révolution à chaque fois qu'il y a sur ce point-là, les compétences, très clairement, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être. Ça fonctionne bien. Voilà, une définition sur laquelle qu'est-ce que on va prendre en termes de savoir, en termes de formation hein, de base souvent. Est-ce que c'est un bac pro maintenance? Est-ce que c'est un poste plus, une formation plus élevée par exemple? Les savoirs, c'est vraiment voilà, les savoirs de base pour prendre ce métier-là. Les savoir-faire, cette fois-ci, c'est en mise en situation. Je vais prendre des exemples tout à l'heure. Et enfin, les savoir-être, qui vont avoir un rôle très important dans votre politique, en particulier de développement des bonnes compétences comportementales, de pouvoir aider vos managers quand ils ont des cas un peu difficiles à traiter sur les compétences comportementales. On sait que c'est un enjeu, hein, on entend ça partout. Il y a un vrai enjeu sur les compétences comportementales dans les organisations. Et apparemment, c'est plus difficile sur les nouvelles générations, enfin les générations jeunes qui rentrent dans les entreprises, les managers de proximité rencontrent de plus en plus de difficultés. Donc là, il va y avoir un enjeu, je vais le détailler dans un instant, il va y avoir un enjeu important sur qu'est-ce que vous mettez en compétences comportementales. Autant sur les savoirs et les savoir-faire, dans vos groupes de travail, vous aurez des opérationnels qui vont vous répondre facilement à ça. Bon, ils vont vous dire oui, on recrute du bac plus 2, on leur ajoute une formation de machin, ça va. Le savoir-faire, il faut qu'ils sachent faire ceci, cela, sur telle machine, sur telle installation ou sur tel logiciel, ça dépend des métiers évidemment. En revanche, le savoir-être, c'est un petit peu une vacuité, quoi. Il y a là, sur le sujet, bon, faut qu'il soit ponctuel, faut qu'il soit fiable. Si vous l'entendez, bon, ça se limite à ça. Là, en revanche, en tant qu'RH, vous avez un vrai rôle à jouer parce que les savoir-être que vous allez mettre dans vos référentiels métiers, ils vont avoir d'autres impacts, en particulier sur la proximité des métiers par les métiers passerelles. Si vous mettez du poids sur les savoir-être, eh bien, vous rapprochez les métiers entre eux et vous facilitez le management par les managers de proximité, par tous les managers, le management de leurs équipes. On va le voir par des exemples. Enfin, dans ces fiches métiers, donc dans le référentiel métier, vous avez, on rajoute en fonction des contextes des spécificités. Si vous avez des spécificités d'horaire, des 2-8, des 5-8, des 3-8, vous le mettez là. Des habilitations spécifiques.
habilitation électrique, habilitation de maintenance, habilitation nucléaire, par exemple. Vous allez l'intégrer ici. Et s'il y a des spécificités du poste, par exemple des longs déplacements ou des fréquents déplacements, c'est important de le préciser là. Et enfin, dernier point, dans les métiers, on va mettre des métiers passerelles. Ces métiers passerelles, ils vont permettre aux collaborateurs de visualiser des filières de carrière, des filières d'évolution de carrière. Ces métiers passerelles, ils sont constitués comment? Ils sont faits par proximité de compétences. Ça veut dire qu'une entreprise, un métier qui est en passerelle avec un autre, eh bien, il y a de l'ordre de 50% de compétences communes. Le salarié, il va se dire, ah, ce que j'apprends sur mon métier, aujourd'hui, Ikenok, ça va me servir sur ce métier passerelle demain, parce que demain, il y aura une hypothèse de poste d'évolution. On n'est pas dans un poste vacant. Quand on fait un métier passerelle, c'est pas de dire j'ai un poste vacant à pourvoir tout de suite. Parce que quand le poste vacant sort, vous ne faites pas de la gestion de carrière, c'est trop tard. Parce que vous avez un opérationnel qui vous dit j'ai besoin de quelqu'un pour la semaine dernière. C'est trop tard. C'est de l'anticipation. C'est de vous dire il va y avoir un moment ou un autre dans l'organisation un métier qui va se libérer. Ça va permettre à des salariés d'évoluer sur ce métier-là. Donc les métiers passerelles, et quand on fait ce travail de métier passerelle, on peut dessiner, visualiser pour les collaborateurs des filières de carrière. La filière managériale, par exemple, ça, il la voit tout seul, mais la difficulté, c'est que quand il n'y a pas de référentiel métier, il ne voit que cette filière. Et donc, ils veulent tous être qualifs à la place du qualif, alors qu'on sait bien que tous les salariés ne sont pas faits pour être des managers. En revanche, en communiquant sur d'autres filières, ça dépend de vos contextes, mais filière management, mais il y a aussi souvent des filières de sécurité, je parle dans l'industrie, il y a des filières de sûreté, il y a des filières qui peuvent être des filières fonctionnelles, il y a éventuellement dans la formation parfois des filières, etc., etc. Vous pouvez toujours, on arrive toujours à identifier des vraies filières d'évolution, et ça c'est vraiment important de les communiquer aux salariés parce qu'après, derrière, le travail RH va être facilité pour dire est-ce que telle personne qui veut aller sur une filière a les compétences pour le faire. Donc, les métiers passerelles et les filières de carrière. Alors, j'ai défini, j'ai regardé ce que j'ai précisé ce qu'il y avait dans un référentiel métier sans définir la compétence. J'aurais peut-être pu le faire avant parce qu'on a défini ce que c'est que le référentiel métier, mais il y a une partie très importante, c'est la compétence. Je ne vais pas non plus rentrer dans cette définition dans des choses intellectualisantes. Il faut que ce soit clair pour les opérationnels, efficient, simple. Voilà, une compétence est une capacité à faire avec professionnalisme. Ça, vous leur dites ça, vous ne rentrez pas dans des débats stériles et chronophages. Voilà, une capacité à faire avec professionnalisme, un savoir agir en situation. Et effectivement, quand vous avez quelqu'un qui agit avec professionnalisme, eh bien derrière, on sait que ça sous-tend ses savoirs, ses savoir-faire et ses savoir-être. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de se limiter à des savoirs, j'ai appris quelque chose à l'école et je le mets en situation. Il faut que le salarié aussi il ait le bon comportement. Il ait envie de le faire, il ait la motivation et il ait le bon comportement par rapport à ça. Voilà, des choses très très simples. Une compétence est une capacité à faire avec professionnalisme. Et là, quand vous êtes sur des choses très très simples, vous facilitez comment dire, le pilotage de votre groupe de travail. Hein. Le référentiel métier, on va le voir, on vous déconseille fortement de le faire tout seul. Il faut monter un groupe de travail. Et là, vous allez faciliter le travail parce que vous avez des gens qui vont être décomplexés par rapport à ça, qui peut parfois être pris comme un truc compliqué de RH. Non, non. Un savoir-faire avec professionnalisme, un savoir agir en situation. Là, vos opérationnels, ils vous suivent. Donc voilà la définition que nous donnons à la compétence. Et donc, c'était l'objet du webinaire. Une fois qu'on a défini l'ensemble, le référentiel métier, les compétences, il s'agit de savoir pourquoi on réalise un référentiel métier. Je le disais en introduction, dans le référentiel métier, il y a de la reconnaissance des compétences. Chaque salarié va savoir que ses compétences sont tracées et reconnues. C'est un élément vraiment important. Les collaborateurs, parfois, souvent dans les organisations, ils disent ah tout ce que je sais faire, dans un contexte de changement de chef par exemple, ah tout ce que je sais faire, ça va être oublié parce que mon chef s'en va.
Non. Là, vous avez une RH qui monte en puissance parce qu'elle va tracer de manière simple les compétences individuelles, par métier, j'entends, mais à l'intérieur, les compétences, au final, c'est bien de la compétence individuelle. Et là, vous donnez de la reconnaissance. La reconnaissance dont on a parlé tout à l'heure, qui créent des conflits sociaux majeurs lorsqu'elles sont absentes, ces reconnaissances. Et c'est une reconnaissance, je vais remonter à quelques décennies, mais on connaît tous les aspects motivation, je crois que c'est Heisenberg, les motivations intrinsèques ou extrinsèques. Et on sait que les motivations intrinsèques sont des facteurs de motivation positive. Motivation intrinsèque, c'est qu'est-ce que je fais dans mon métier. Et je suis motivé par le contenu. Et la reconnaissance de la compétence métier est un élément important de motivation intrinsèque. On est d'accord, la motivation intrinsèque va s'opposer à la motivation extrinsèque. Motivation extrinsèque qui est à côté du poste, à l'extérieur du poste, et qui pousse à des revendications plutôt d'ordre salarial, de statut. En revanche, la motivation intrinsèque, c'est quelque chose qui est très favorable en termes de motivation. Elle est à l'intérieur du poste. Et la reconnaissance des compétences qui est faite à travers un référentiel métier va nourrir cet aspect-là. Donc, reconnaissance et traçabilité des compétences. Quand je dis traçabilité des compétences, on dit parfois dans certaines organisations, ah, j'ai une population vieillissante, je vais perdre des compétences. Bah, si vous les tracez, c'est beaucoup plus facile à anticiper. Parce que si vous tracez non pas l'âge des gens uniquement, mais si vous tracez, si vous mesurez l'âge des gens par rapport aux compétences qui vont partir, vous savez mettre en place un plan d'action pour ne pas perdre ces compétences, soit par transfert avant que les gens s'en aillent, soit par recrutement externe, je ne sais pas, mais vous allez pouvoir donc tracer ces compétences et anticiper. Vous pouvez également, dans un référentiel métier, structurer pour chacune des compétences des actions d'acquisition de compétences. C'est très simple. Pour chaque compétence, vous pouvez rajouter du contenu digital. Ça peut être un petit film vidéo, ça peut être du PowerPoint, ça peut être toute forme de document où le salarié va lui-même se connecter. Ça veut dire qu'il va sur la solution, il va sur son métier, il va trouver du contenu. Ça, c'est l'opportunité dans un certain nombre d'organisations. On s'aperçoit que souvent, ces contenus-là, ils sont chez les opérationnels. Et bien, quand les opérationnels sont plus là, ils sont en évolution, je ne sais pas, il y a un manager qui avait du contenu, de formation. C'est des petits films ou des PowerPoint pour expliquer qu'est-ce qui se passe quand la courroie casse, par exemple. Et ben, ça s'en va. Là, c'est l'opportunité de récupérer ces informations et de le structurer à l'intérieur de la compétence. Ça veut dire que quand le salarié rentre dans l'organisation ou quand il y a un mouvement interne, une mobilité interne, tout seul, il va aller se connecter et il va aller trouver, enfin tout seul, il peut être accompagné, mais il va trouver ce contenu-là que vous structurez, que vous organisez. Donc on peut y rajouter de l'action d'acquisition de compétences. On va pouvoir également développer la mobilité fonctionnelle. Développer la mobilité fonctionnelle, c'est de permettre de faire de permettre à des salariés d'évoluer et pas nécessairement sur le même métier. Je m'explique. Vous allez donner plus de poids au savoir-être. Ça va donc permettre aux gens souvent les gens s'arc-boutent sur leurs compétences techniques. Vous avez par exemple, je prends l'exemple un exemple réel d'une entreprise dans laquelle il y avait un acheteur qui partait et le comptable, sa marge de temps de travail lui permettait de faire les deux postes de toute évidence. Mais là, souvent, les gens vont s'arc-bouter sur leurs compétences techniques pour pas aller faire ça. Alors que si vous avez engagé une politique de reconnaissance des compétences, de proximité des compétences et avec un certain poids sur les savoir-être, vous pouvez vous appuyer dessus parce que dans la perception des gens, la distance sera moindre entre les deux postes. Donc vous pouvez développer votre mobilité fonctionnelle en réalisant un référentiel métier. Alors, l'analyse du risque sur les compétences stratégiques, je le disais à l'instant, c'est quand vous avez un référentiel métier, vous connaissez les compétences stratégiques de l'organisation et vous êtes en capacité de faire une courbe d'âge, non pas sur toute la population, non pas sur des techniciens, non pas sur des ingénieurs, mais sur des métiers stratégiques. Si les métiers stratégiques de l'organisation, c'est les techniciens de production qui sont les seuls à faire tourner, à bien faire piloter une machine de production dans une usine, par exemple, eh bien là, c'est sur ces métiers-là qu'il faut travailler sur la courbe des âges. Parce que si ces gens-là
Comme vous le savez, hein, aujourd'hui, un salarié peut partir à la retraite entre 60, enfin, carrière longue, mais globalement entre 62 ans et 70 ans, sans vous demander l'autorisation. S'ils sont 4 ou 5 à maîtriser, à être les seuls à maîtriser cette compétence-là, et qui décident de partir dans un délai très court, ben vous êtes bien embêté. Là, vous donnez de la visibilité donc et vous limitez votre risque en la matière. Vous construisez la GPEC, c'est un peu tout ce qu'on s'est dit, ce qu'on s'est dit précédemment, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Le référentiel métier va vous permettre, c'est un outil indispensable à construire votre GPEC. Votre GPEC, c'est sur d'évolution sur d'autres produits, c'est du transfert de compétences, c'est je vais anticiper les difficultés qu'il pourrait y avoir sur les métiers actuels de l'entreprise. Et au final, vous rendez l'organisation plus agile. Vous rendez l'organisation plus agile en termes de mobilité interne, en termes de transfert de compétences et d'acquisition de ces compétences. L'agilité de l'entreprise, on est d'accord, c'est la capacité à s'adapter à son environnement. Et de là, vous réduisez le risque de la photo qu'on a vue en introduction. Alors, pourquoi réaliser un référentiel métier? Donc, je voulais faire un zoom particulier sur les compétences comportementales, les savoir-être. Nous sommes d'accord. Je regarde s'il y a des questions en parallèle, n'hésitez pas. Hein. Nous sommes d'accord. Dans le référentiel métier, vous avez des compétences qui sont vraiment un élément stratégique de ce référentiel métier. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi référentiel des compétences. On le disait à l'instant, savoir et savoir-faire, c'est des choses que vous allez faire sans difficulté avec des managers opérationnels. Ils vont pouvoir le définir sans difficulté. En revanche, les savoir-être, c'est en général pas des sujets sur lesquels ils sont très à l'aise. C'est quelque chose qui doit être pris en main par les managers, par les RH, pardon. Et les RH, nous préconisons, alors là, ce que vous avez à l'écran, c'est un exemple qui a été déroulé dans certaines entreprises, même si nous, dans nos solutions digitales, vous mettez tous les contenus que vous voulez, hein, c'est complètement open, mais ça fait partie des choses que nous préconisons. En termes de savoir-être, par exemple, il y en a d'autres, mais est orienté résultat, avec ce qui est associé, les attitudes associées. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Un manager de proximité qui rencontre des difficultés avec quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision, qui est polémique, qui remet les choses en question. Un mot simple, est-ce que tu es orienté résultat? Donc on s'aperçoit que ça les aide tout de suite, les managers de proximité, dans leur rôle justement de management. Des choses très très simples comme ça. Vous mettez ce type de compétences comportementales avec 3 ou 4 niveaux, est orienté résultat. Et là, à ce moment-là, les messages sont beaucoup plus faciles à faire porter. Les managers de proximité portent beaucoup plus facilement ce type de message. Donc là, on préconise de mettre ce type de choses. Là, sur est orienté résultat, vous pouvez le mettre sur tous les métiers. Ça peut être également est orienté client. Est-ce que la personne, quand je dis client, c'est on a tous des clients dans une entreprise. Il y a des clients internes, il y a des clients externes. Est-ce que la personne est orientée client? Ça, c'est des messages très faciles à faire passer pour soutenir les managers de proximité dans leur rôle de manager avec leurs équipes. Voilà. Est-ce qu'ils sont orientés clients? Est-ce qu'ils ont une optique de rentabilité, de proactivité, d'image? En fonction des contextes, vous mettrez, vous mettrez pas nécessairement à tous les métiers. Hein. Ça peut être uniquement sur des métiers les cadres ou les agents de maîtrise, ça dépend. Mais sachez que les entreprises auxquelles je pense ont mis ça pour tous leurs salariés. Conduit le changement. Ça, par exemple, dans des référentiels métiers, dès qu'on arrive à un niveau de manager de proximité même, on rajoute systématiquement conduit le changement. Est-ce que la personne n'est pas, pour lui dire, est-ce qu'elle n'est pas réfractaire au changement? Parce qu'on a souvent des réactions au changement. Donc voilà, on rajoute des compétences comportementales de ce type-là, conduit le changement. Pour les managers également, ça peut être développe les talents. Parce que c'est très simple. Tout de suite, vous avez une réaction positive en disant mais est-ce que tu es sûr de développer les talents dans les équipes? Ça peut être également est innovant. Voilà, ce type de savoir-être, il est pertinent de le rajouter, soit tous, soit certains
pour le management, je pense à Développe les talents, uniquement pour les managers de proximité. Et sachant que quand vous êtes dans une solution digitale comme la nôtre, vous pouvez mettre des compétences spécifiques, par exemple, uniquement aux managers. Et donc, en rajoutant du poids au savoir-être, vous allez rapprocher les métiers, puisque là, en rajoutant ces quelques compétences, vous avez un équilibre en général entre les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais en mettant des compétences communes dans la tête des gens, vous leur mettez aussi que la mobilité sera plus facile. Vous rapprochez les postes les uns parce que vous mettez du poids aux compétences comportementales qui sont attendues au sein de l'organisation. Donc c'est en ce sens que vous facilitez votre mobilité fonctionnelle. Et accessoirement, c'est aussi très important, vous allez faciliter le travail de vos managers en leur donnant des éléments de comportement très simples. Est-ce que tu es orienté résultat quand tu me poses cette question-là? Dans les équipes, des gens qui sont systématiquement polémiques ou qui ne veulent pas prendre de décision. Et ça va très simplement aider vos managers. Parmi les éléments et les intérêts d'un référentiel métier, vous avez également la possibilité de constituer votre plan de formation. On va voir tout à l'heure par un exemple, mais enfin, si je reviens sur la page tout à l'heure, on est d'accord, on a des compétences techniques. Et ces compétences techniques ont un certain nombre de niveaux qui vont varier en fonction du référentiel de chaque entreprise. Eh bien, c'est très simple. Lorsque ce référentiel métier s'intègre dans un processus d'analyse du niveau de compétence de chaque collaborateur, eh bien, à ce moment-là, on va connaître un niveau réel et un niveau attendu par rapport à la compétence. Et c'est ce gap de compétences qui va permettre de pousser une proposition de formation. On va le voir concrètement sur notre solution tout à l'heure. Voilà. Et ça va vous permettre de générer votre plan de formation en quelques clics. Vous n'êtes plus dans du process, pour ceux qui le font, entretien annuel, le manager a demandé telle formation, je leur rends ça éventuellement dans un autre logiciel. Là, avec cette solution-là, vous allez sortir d'une logique consumériste de formation qui était liée aux précédentes lois. Comme vous le savez, la formation était fiscalisée. Vous ne faisiez pas de formation, vous étiez fiscalisé. Donc maintenant, avec ce type de solution, on va pouvoir, c'est sur l'analyse de la compétence du collaborateur. C'est ce qu'on veut. L'entreprise, elle veut de la compétence, elle ne veut pas de la formation. Donc, elle achète de la compétence. Donc, on va analyser de la compétence pour éventuellement faire une proposition de formation. Mais tout ceci, d'un seul coup, ça va se générer en quelques clics. Et ensuite, là, je sors un peu du référentiel métier, mais ça va vous permettre aussi de piloter tout votre plan de formation de l'entreprise. Donc là, ça, c'est l'intérêt aussi de faire un référentiel métier. Vous sortez de cette logique, faire de la formation parce que c'est une obligation légale, et vous le faites sur une base de gestion des compétences. Et là, le système vous push automatiquement une proposition de formation. Bien sûr, on l'intègre préalablement. On va aussi avoir, je le disais tout à l'heure, la possibilité de faire des filières de carrière pour les métiers. Ces filières de carrière, elles sont basées sur les compétences communes. Globalement, on dit qu'il y a 50%, il faut qu'il y ait 50% de compétences communes entre deux métiers de proximité. Ces compétences communes, elles vont permettre de visualiser pour le collaborateur des filières d'évolution. Les filières d'évolution, on est bien d'accord, ce ne sont pas des filières d'évolution, ça va être une filière managériale, il y a toujours une filière managériale dans les entreprises, ça peut être une filière sécurité, ça peut être une filière sûreté, ça peut être une filière en fonction de la taille de l'entreprise d'évolution vers la RH, vers la formation par exemple, chez les opérationnels. Tout ce qui va permettre aux salariés de visualiser ces possibilités d'évolution au sein de l'organisation. C'est pas, on est d'accord, c'est pas un poste vacant. Je vais anticiper les postes vacants parce que je sais que dans ma population, si j'ai, je ne sais pas, 100 managers de proximité, même 50, même moins d'ailleurs, à un moment ou à un autre, il y aura une opportunité en la matière. Donc c'est d'ouvrir ce monde des possibles et au moment où le poste vacant sort, par démission, par départ du salarié, quelle que soit la raison, eh bien j'ai préparé ça, j'ai anticipé, je sais déjà qu'il y a quelqu'un qui a été
qui a travaillé dans sa tête pour évoluer sur le domaine et je vais faciliter, je ne vais pas être pris par le temps, par la pression opérationnelle. Donc des filières de métiers qui sont des éléments importants pour que les collaborateurs s'approprient la gestion, leur propre gestion de carrière et également qu'ils motivent leur progression de compétences sur leur poste actuel. Parce que leur dire les compétences que tu apprends sur ton métier 1 ici vont te servir pour évoluer sur le métier 2 parce que tu vas les retrouver, peut-être à un niveau différent, mais tu vas les retrouver. Donc on s'appuie sur les bonnes compétences, les compétences acquises pour en acquérir d'autres. Donc possibilité de compétences carrière. Alors un mot sur le pilotage du projet, puisqu'il y a un moment, quand vous vous engagerez dans la réalisation de votre référentiel métier, il s'agit de piloter le projet. On est bien d'accord, hein, le référentiel métier, ça reste quand même un outil plus global qui s'intègre dans une politique RH plus globale. Hein. La politique RH, c'est la gestion des compétences, les évolutions internes, la gestion des carrières, éventuellement de la people review. Ça s'intègre dans une politique RH qui est une politique RH de business partner. Je vais développer les fondamentaux RH de l'organisation. Donc, quand vous engagez votre pilotage de projet, impliquez votre management et des sachants métiers. Je connais un certain nombre d'entreprises ou de RH qui ont fait ça un peu dans leur coin. Ces référentiels métiers, aussi beaux soient-ils, sont souvent restés dans les tiroirs des RH. Ils ne sont pas rentrés dans le processus normal de gestion de l'entreprise et ils ont parfois été rejetés par les opérationnels parce qu'ils n'ont pas été impliqués à leur réalisation. Impliquez votre management de proximité et les autres managers et des sachants métiers. Concrètement, comment on fait? Vous avez un certain nombre de métiers, je suppose que vous, dans votre organisation, vous voyez les métiers. Eh bien, vous faites un mini groupe de travail pour chacun des métiers à faire. Vous les réunissez, ça dure en général une journée. Vous les réunissez, un manager de proximité et un sachant métier, quelqu'un de son équipe, et vous définissez avec eux les compétences qui sont des compétences importantes du métier. Souvent les savoirs et les savoir-faire. Et ça suffit, les savoir-être, c'est vous qui avez la main dessus, on les a vus tout à l'heure. Les savoir-être, là, c'est vous qui avez la main parce qu'on les retrouve dans toutes les entreprises, à quelques différences près, mais les savoir-être, vous allez retrouver ça sur tous les métiers et globalement les mêmes. Donc, implication de vos managers de proximité et des sachants métiers. Il faut que ces gens-là retournent sur le terrain en disant oui, on a fait ça ensemble avec la RH, c'est bien, qu'ils retrouvent les mots qu'ils utilisent, qu'ils retrouvent des choses qui sont cohérentes avec le terrain. Donc, implication de vos managers et des sachants métiers. Vos partenaires sociaux également. Très important, les partenaires sociaux. Vous avez une fantastique opportunité de gagner des points. Le référentiel métier est stratégique pour l'entreprise, pour son avenir, pour le pilotage des compétences, pour l'agilité de l'entreprise, mais il l'est aussi pour les collaborateurs. On l'a vu tout à l'heure, si vous partez sur l'axe reconnaissance des compétences. Alors ça, ils font boire du petit lait. Reconnaissance de compétences, gestion des carrières, les filières carrières, et j'en passe. GPEC, parce qu'eux aussi sont formés de leur côté sur ce type de sujet. Donc impliquez-les, vous allez vraiment gagner des points sur le sujet, ils vont vous porter, ils vont vous soutenir. Eux, ils passent beaucoup de temps, sachez-le, hein, j'en parle en connaissance de cause, ils passent beaucoup de temps à recevoir des gens, je parle aux délégués syndicaux, ou enfin qui sont souvent aussi des élus, à recevoir des collaborateurs qui disent j'en ai ras-le-bol, j'arrive pas à évoluer, je veux rester enfermé sur mon poste, voilà. Ils passent beaucoup de temps à ça. S'il y a un RH qui vient leur dire on engage un référentiel métier sur la reconnaissance des compétences qui va nous permettre de faire des métiers passerelles et des filières de carrière, ils vont vous soutenir. Ils vont vous soutenir. Donc, implication des partenaires sociaux. Comment vous faites concrètement? Avant, vous n'avez pas d'obligation légale en la matière. Certains vont vous dire que c'est le cas, mais c'est pas grave, même si factuellement vous n'avez pas d'obligation légale, allez-y, allez dans vos instances, présentez votre projet et dites-leur voilà, on va engager ça, on va impliquer les managers de proximité, on va impliquer les sachants métiers et on va se voir, on se propose de se voir tous les, je sais pas, en fonction du cadencement de votre projet, du calendrier de votre projet, vous
vous leur proposez de les voir tous les 3 mois, par exemple, en fonction, ça dépend de la taille, ça. Faites du terrain également. Faites du terrain. Quand je disais impliquer votre manager et vos sachants métiers, je vous invite aussi à aller sur le terrain avec des gens qui font le job. Vous aurez de l'information qui viennent des mini-groupes de travail dont on parlait tout à l'heure, managers et sachants métiers, qui vont vous dire, tiens, il y a cette compétence-là, il y a cette compétence. Allez voir le terrain. C'est l'opportunité de vous rapprocher aussi de vos collaborateurs sur ce qu'ils font. Faites-les parler. En plus, ça va les flatter, là, vous faire des copains. On sait que le métier des RH, c'est un métier aussi politique. Et là, vous allez aussi vous faire des alliés dans l'entreprise. Vous allez valider ce qui vous a été dit dans les micro groupes de travail par métier. Et vous allez valoriser les personnes en vous intéressant à leur métier, en les écoutant, et valider ce qui a été fait auparavant. Et enfin, une fois que les référentiels métiers sont faits, c'est important qu'ils vivent. Qu'ils vivent, ça veut dire, ne faites pas quelque chose de fixiste. Ça veut dire que nos solutions sont conçues pour que vous ayez la main à toutes les modifications que vous souhaitez, mais il va vivre. Il y a des managers qui vont revenir vous voir en vous disant, ah, il faudrait rajouter cette compétence, ou la changer, ou la retirer, ou la modifier. Ça veut dire que ça y est, l'appropriation, elle est en cours. Ça y est, ils s'approprient, ils ont compris et ça va fonctionner. Voilà. Vous êtes en pilote, puis il y a des gens qui vous disent, j'aimerais bien modifier ça parce que je ne m'y retrouve pas, Et pour que ça vive, là, on s'est dit, ils sont appropriés, et pour que ça continue à vivre dans une démarche de progrès continu, il faut l'intégrer. On conseille de l'intégrer dans un process de l'organisation. Il ne faut pas que ce soit un one-shot. Qu'est-ce que c'est que l'intégrer dans un process d'organisation? Vous pouvez l'intégrer dans un processus d'entretien annuel, par exemple, et dans lequel vous allez avoir un chapitre analyse de la compétence au poste. Ça veut dire que le collaborateur, enfin le manager le collaborateur, le référentiel métier avec les compétences devient un questionnaire et le manager va dire oui, il est à ce niveau-là, et si ce niveau-là est en dessous de l'attendu, on sait ce que ça se fait, ça push une formation. Voilà. Rentrez-le dans un processus annuel ou bisannuel, ça dépend, ça peut être tous les ans ou tous les 2 ans. Donc, pour qu'ils vivent et qu'ils continuent à nourrir l'entreprise dans un cadre de progrès continu. Puisqu'on est bien d'accord, c'est un outil qui développe la motivation et qui améliore les compétences comportementales et qui nourrit le plan de formation. Les préconisations, là je me suis permis une liste à la Prévert des différentes préconisations, les points d'écueil, ce qu'il faut éviter. Donc, je le réitère, le référentiel métier, ce n'est pas la somme des fiches de poste. C'est pas je prends les fiches de poste et j'en fais des métiers. On est d'accord, même si c'est une bonne base, c'est une bonne base parce que vous récupérez souvent des activités et des missions, et les activités, mais ce n'est pas la même maille. On est bien d'accord. Le référentiel métier, c'est une maille plus large. Une maille qui permet de dire quelles sont mes évolutions, quelles sont les compétences qui sont communes. Vous pouvez avoir des postes tout à fait communs, je le disais tout à l'heure, comptable fournisseur, comptable client. Ce n'est pas 2 métiers différents, c'est 2 postes différents. Donc, ce n'est pas la même logique, c'est une maille plus large. Pas trop de précision sur les niveaux de compétences opérationnelles. On a vu tout à l'heure, dans chaque compétence, on va pouvoir mettre des niveaux. Et nous, ce qu'on préconise, c'est on va préconiser, pardon, on va préconiser quelques niveaux, voilà, 4 niveaux. Tout ce que vous voyez à l'écran, c'est paramétrable pour chaque client. Mais nous, on va paramétrer 4 niveaux. Et on invite les RH et les opérationnels avec lesquels on travaille à ne pas trop définir. Parce que les opérationnels, certains n'assument pas leur rôle de manager de proximité et ils voudraient que ce soit une liste en disant oui, tu sais changer la courroie, tu sais faire les niveaux d'huile dans la machine, tu sais, voilà. Une liste Prévert pour chaque niveau de compétence. Vous enfermez pas là-dedans, vous n'en sortirez pas. Un manager de proximité est tout à fait capable de savoir si son collaborateur il est en niveau acquisition, il est opérationnel, en maturité ou en excellence. Voilà. Il est tout à fait capable sans vous de le faire. Et il n'a pas besoin d'une liste à Prévert. Ceux qui vous demandent ça, c'est ceux qui ne veulent pas assumer
l'évaluation de la compétence chez leurs collaborateurs. Ils ne veulent pas le porter. Donc cela, il faut les accompagner pour dire non, c'est ton rôle de manager. Donc ne vous enfermez pas dans trop de précision sur les différents niveaux. Donc nous, ce qui fonctionne bien, c'est ça. Certains vont avoir niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Un point important en préconisation également, chaque métier, ou chaque salarié plutôt, dans son métier, n'a pas vocation à arriver à l'excellence. Chaque niveau va être différent pour le métier. Un technicien de production va peut-être se limiter à être opérationnel. On ne va pas aller le pousser à aller au niveau maturité. Si en revanche ce technicien de production évolue vers le métier de technicien de sécurité, là en lui il va préconiser, il va donner des conseils, il va avoir une vision plus large, plus pointue peut-être. Lui en revanche, on va peut-être pousser son niveau, si c'est de la maintenance par exemple, vers le niveau d'excellence ou la maturité. Ce que je veux dire, c'est que chaque salarié n'a pas vocation dans son métier à aller tout en haut, c'est un niveau attendu qui peut être différent en fonction de chaque poste, en fonction de chaque métier, pardon, excusez-moi. Donc, chaque salarié n'a pas vocation à aller sur chaque métier, au niveau maxi de la compétence. C'est en revanche, c'est le métier qui va le définir et la nécessité de ce métier. Je reviens au slide précédent. Voilà. Pas trop de précision sur les niveaux de compétences opérationnelles. Chaque niveau, chaque métier a son niveau de compétence qui peut être différent. D'autre part, entre métiers passerelles, au moins 50% de compétences communes. Il faut que vous ayez ça en tête. Voilà, vous êtes sur un métier, vous dites est-ce que ce métier-là, c'est un métier passerelle? C'est de cet ordre-là. Il faut qu'il y ait 50% de compétences communes, tout en sachant que vous avez des savoir-être qui sont dans les compétences communes. C'est les mêmes savoir-être. Dans toute l'organisation, vous demandez aux gens d'être orientés résultat, d'être orientés client, éventuellement de conduire le changement et d'être innovant. Donc là, vous avez déjà ce poids-là, des savoir-être, qui vont justement augmenter la possibilité de faire ces filières-là, qui vont être des éléments de communication importants vis-à-vis des collaborateurs sur la gestion de carrière. Alors, quid des métiers transverses? Je le disais à l'instant dans la définition. Les métiers transverses de type RH, finance, comptabilité ne sont pas nécessairement à rentrer dans le référentiel métier parce qu'ils ne présentent pas d'opportunités, sauf exception par exemple à la formation, mais en général, ils ne présentent pas d'opportunités d'évolution possible pour des collaborateurs cœur de métier, je veux dire. Et puis vous rentrez dans quelque chose qui n'a pas vraiment de plus-value. Un poste RH, il est très très similaire d'une entreprise à l'autre. Un poste RH ou finance ou compta, c'est très similaire. Ça va être les mêmes postes. Et les filières d'évolution de ces gens-là, elles ne sont pas vers la production, enfin, sauf exception. Mais donc voilà, c'est pas toujours pertinent. Je dis même que c'est souvent peu pertinent de le faire. Après, il faut l'assumer vis-à-vis des collaborateurs, parce qu'ils vont vous dire ah, la gestion de carrière, c'est important pour moi. Oui, mais ils ne vont pas passer sur des filières de production. Enfin, c'est très rare. C'est vraiment très très rare. Donc, soyez efficace. À mon sens, il ne faut pas le faire. Le poids des savoir-être, je le disais, en mettant le poids adapté au savoir-être, vous augmentez la possibilité des mobilités fonctionnelles. C'est-à-dire que vous mettez du poids au savoir-être, ça facilite ces mobilités-là. Les gens vont moins s'arc-bouter sur leurs compétences techniques. Et vous améliorez des compétences comportementales. Vous facilitez le travail des managers de proximité pour dire des choses très simples. Est-ce que tu es orienté résultat quand tu poses telle question? Est-ce que tu es orienté client? Et enfin, c'est pas la moindre, là je le dis très clairement, évitez, n'allez pas dans des choses qui seraient en lien avec des indices conventionnels. Vous avez sans doute des partenaires sociaux qui vont vous le demander. Quand vous engagez votre processus, vous les impliquez, et là ils vont vous dire mais c'est la convention collective, il y a des indices en fonction des compétences. Oui, ils ont raison, c'est pas faux, mais vous, votre job, c'est l'entreprise. Vous n'êtes pas chargé d'une refonte de la convention collective. Je vais prendre un exemple dans la métallurgie.
ça fait 20 ans, non, 25 ans, que j'entends dire qu'il va y avoir une refonte des classifications conventionnelles. Elle n'est jamais sortie. J'entends dire qu'elle ne va pas sortir. Voilà, moi je vous affirme, surtout n'allez pas là-dedans. Vous tuez votre projet, c'est trop casse-gueule. Il ne faut pas y mettre un enjeu de négociation, parce qu'on sait que derrière, il y a de l'indice, il y a de la négociation. Donc voilà, pas de lien avec l'indice. Alors en conclusion, je ne veux pas dépasser le temps, excusez-moi si c'est le cas, mais en conclusion, un référentiel métier, vous allez développer la motivation des collaborateurs et vous allez renforcer leur professionnalisme. C'est une fantastique opportunité que la RH prenne la main sur les compétences et tout ce qui est associé aux compétences, les acquisitions de compétences, les métiers passerelles, les filières de carrière. Vous avez une vraie opportunité et à travers ça, vous avez un très beau sujet aussi avec vos partenaires sociaux, augmentation de la motivation et du professionnalisme. Et au final, vous avez une organisation qui améliore son efficience et son agilité. Son efficience, c'est-à-dire son efficacité dans un temps et un coût meilleur, et également son agilité, sa capacité à s'adapter peut-être à des nouveaux marchés, à une perte d'un client par exemple. Et bien, je vais pouvoir transférer cette compétence à une nouvelle technologie qui arrive dans l'organisation. Tout ça va vous permettre d'améliorer cette agilité. Et enfin, en un mot, un référentiel métier, on est d'accord, vous pouvez le faire en papier, mais ça ne marche plus. Hein. Quand il est intégré dans une solution digitale telle que la nôtre, il y a souvent des processus autour hein, qui vont avec, hein, les entretiens par exemple, professionnels, annuels, etc., l'analyse des performances, Ça, c'est 20% d'économie sur le temps RH. À terme, vous avez 20% d'économie sur le temps RH, tout simplement parce que ces processus vont se faire sans papier. Sans papier, bah, ça veut dire qu'au lieu de diffuser du papier partout, et aussi où tout le monde fait des copies et des copies et des copies et de l'impression, eh bien, vous le pilotez en un clic et tout ça va être tracé. En général, nos clients, c'est en moins de 2 ans qu'ils récupèrent le retour sur investissement. Voilà, en d'autres termes, c'est une fantastique opportunité. N'hésitez pas à y aller. Voilà, je voulais m'arrêter absolument avant midi. Est-ce que vous avez des questions ?